Alors, d'abord, évidemment, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ici pour cette session. Je voudrais déjà saluer la présence, et nous en sommes très heureux, de partager la scène avec Gaspard Koenig, qui est, on le rappelle, un des grands invités du FIG cette année. Il est même président de cette édition 2024, donc c'est évidemment un honneur. Gaspard Koenig, il est essayiste, romancier, philosophe. Il est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, dont les plus récents sont aussi ce qu'on pourrait présenter comme des exemples d'arpentage du monde. Ces enquêtes sont aussi des invitations au voyage, au pays des libertés, par exemple, en 2018, ou encore des propositions de vagabondage. On va beaucoup vagabonder, c'est l'occasion de l'évoquer. Il a fait notamment dans un hommage à Montaigne il y a quelques années, en 2021. Son œuvre Humus, que je vous montre ici, qu'on verra avec plusieurs types d'exemplaires, c'est prix Interallié, prix Giono 2023. Pour sa part, est peut-être aujourd'hui un de ces livres qui nous parle le plus, qui est le plus proche de ce qui nous réunit. Évidemment la géographie, mais le thème lui-même, les terres, le thème de cette année. Et cette histoire de terre, il nous raconte une histoire de terre au singulier, de terre au pluriel, du rapport des hommes à cette terre, d'agriculture et de compost, de terroir et d'humus, le titre lui-même évidemment, et finalement de composition et de décomposition qui résonnent particulièrement aujourd'hui ici pour la thématique de Saint-Dié-des-Vosges. On est aussi évidemment, et Martine Drozd, c'est probablement, et je me permets de le dire et de le rappeler, c'est un exemple à donner au FIG de ce que peut être et de ce que doit être la géographie. Elle est géographe et urbaniste, et elle nous ouvre depuis des années des perspectives sur les grandes métropoles mondiales. Elle a pu le faire au Caire, elle l'a fait à Londres, elle l'a fait à Paris, et aujourd'hui elle est à Oxford, et elle le fait depuis le Royaume-Uni. Elle est ici pour un ouvrage, ici, Nos lieux communs, donc l'autre ouvrage dont on va un peu parler aujourd'hui, qui se veut une sorte de renouveau de la géographie, une œuvre buissonnière qui est à la fois une mise en récit, mais également une invitation au voyage du coin de la rue, au bout du monde, et une invitation à comprendre les lieux qui sont notre quotidien et ceux qui portent parfois nos imaginaires, et donc qui nous, pour le dire aussi de manière plus sociale, politique sur les enjeux contemporains, sont aussi des lieux qui nous séparent et des lieux qui nous réunissent, et donc ce sont aussi finalement des laboratoires de notre compréhension du monde. Et donc le plaisir d'être devant vous ce soir, c'est aussi une occasion inédite, je crois, puisque le FIG ne propose pas ce type d'exercice, en tout cas avec le président lors des sessions précédentes, c'est de partager quelques lectures géographiques, celles de Gaspard, évidemment, qui ont pu être des inspirations pour son roman, il va nous en parler, son roman Humus ou Agrophilosophie. Et finalement, on propose un vagabondage dans la géographie d'hier et d'aujourd'hui, avec des auteurs qui ne sont pas géographes, mais évidemment qui nous portent vers ces enjeux-là. On va en voir quelques-uns, je ne veux pas révéler l'ensemble des lectures, mais on va parler par exemple d'Alexis de Tocqueville ou de Georges Sand ou de Platon. Et donc on va écouter Gaspard avec grand plaisir pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Bonsoir à tous. Moi, je suis d'autant plus heureux de ce format que je dis souvent que quand on va à des festivals de musique, on n'y va pas pour entendre les musiciens commenter leur musique. On y va pour les entendre jouer de la musique. Et j'aimerais bien que dans les festivals littéraires, on entende plus souvent les auteurs lire de la littérature ou même faire de la littérature ensemble plutôt que de commenter la littérature. Et donc, c'est vraiment avec plaisir que j'ai été rechercher des références. Alors, que j'ai lu pour Humus, mais qui se retrouvent beaucoup, parce que c'est des références peut-être plus intellectuelles dans l'essai que je viens de publier, Agrophilosophie, et qui me semble à chaque fois témoigner d'un certain rapport de la pensée au sol. Pourquoi est-ce que, c'est un peu le sujet de cet essai, Agrophilosophie, c'est est-ce que finalement, la manière dont les philosophes pensent ne s'explique pas par une métaphore ou une page, où presque subrepticement, ils révèlent leur rapport à la nature. Est-ce que quand Hegel construit sa philosophie de la domination, c'est pas lié au fait qu'il veut absolument des buissons bien taillés? Est-ce que quand Proudhon développe sa philosophie de l'ordre spontané, c'est pas parce qu'il aime laisser pousser les ronciers, comme il le dit dans sa théorie de la propriété? Et pour commencer, je vous propose de lire un livre de Tocqueville qui est probablement le moins connu, qui a été édité à titre posthume,
qu'il a écrit dans le bateau qui le ramenait des États-Unis, où il a fait ce fameux périple qui donnera la démocratie en Amérique. Donc on est au milieu du 19e siècle, et ce philosophe qui n'est pas encore connu comme le philosophe libéral, le philosophe de la décentralisation, le philosophe de l'individu contre la tyrannie de la majorité, nous donne un récit de voyage. Après avoir visité les prisons avec son ami Gustave de Beaumont, eh bien, ils prennent eux aussi 2 chevaux et ils traversent les forêts du Massachusetts, qui sont à l'époque des forêts totalement vierges, où ils vont d'ailleurs rencontrer des peuples premiers. Et voilà ce que nous en dit Tocqueville. Alors, attendez que je vous donne la bonne page. Voilà. À mesure que nous avancions, les dernières traces de l'homme s'effaçaient. Bientôt, tout cessa même d'annoncer la présence du sauvage, et nous eûmes devant nous le spectacle après lequel nous courions depuis si longtemps, l'intérieur d'une forêt vierge. Au milieu d'un taillis peu épais et à travers lequel on peut apercevoir les objets à une assez grande distance, s'élevait d'un seul jet une haute futaie composée presque en totalité de pins et de chênes. Obligée de croître sur un terrain très circonscrit et presque entièrement privé des rayons du soleil, chacun de ces arbres monte par le plus court chemin chercher l'air et la lumière. Aussi droit que le mât d'un vaisseau, il s'élève rapidement au-dessus de tout ce qui l'environne, et ce n'est que parvenu à une région supérieure qu'il étend tranquillement ses branches et s'enveloppe de leur ombre. D'autres le suivent bientôt dans cette sphère élevée, et tous, entrelaçant leurs rameaux, forment comme un dé immense au-dessus de la terre qui les porte. Au-dessous de cette voûte humide et immobile, l'aspect change et la scène prend un caractère tout nouveau. Un majestueux ordre règne au-dessus de votre tête. Près de la terre, tout présente au contraire l'image de la confusion et du chaos. Des troncs incapables de supporter plus longtemps leurs branches se sont fendus dans la moitié de leur hauteur et ne présentent plus à l'œil qu'un sommet aigu et déchiré. D'autres, longtemps ébranlés par le vent, ont été précipités d'une seule pièce sur la terre. Arrachés du sol, leurs racines forment comme autant de remparts naturels derrière lesquels plusieurs hommes pourraient facilement se mettre à couvert. Des arbres immenses, retenus par les branches qui les environnent, restent suspendus dans les airs et tombent en poussière sans toucher le sol. Il n'y a pas parmi nous de pays si peuplé où une forêt soit assez abandonnée à elle-même pour que les arbres, après y avoir tranquillement suivi leur carrière, y tombent enfin de décrépitude. C'est l'homme qui les frappe dans la force de leur âge et qui débarrasse la forêt de leurs débris. Dans les solitudes de l'Amérique, au contraire, la nature, dans sa toute-puissance, est le seul agent de ruine comme le seul pouvoir de reproduction. Ainsi que dans les forêts soumises au domaine de l'homme, la mort frappe ici sans cesse. Mais personne ne se charge d'enlever les débris qu'elle a faits. Tous les jours ajoutent à leur nombre. Ils tombent, ils s'accumulent les uns sur les autres. Le temps ne peut suffire à les réduire assez vite en poussière et à préparer de nouvelles places. Là se trouvent couchés côte à côte plusieurs générations de morts. Les uns arrivés au dernier terme de dissolution ne présentent plus à l'œil qu'un long trait de poussière rouge tracé dans l'herbe. D'autres déjà, à moitié consumés par le temps, conservent encore cependant leur forme. Il en est enfin qui, tombés d'hier, étendent encore leurs longs rameaux sur la terre et arrêtent les pas du voyageur par un obstacle qu'ils n'avaient pas prévu. Au milieu de ces débris divers, le travail de la reproduction se poursuit sans cesse. Des rejetons, des plantes grimpantes, des herbes de toute espèce se font jour à travers tous les obstacles. Elles rampent le long des troncs abattus, elles s'insinuent dans leur poussière, elles soulèvent et brisent l'écorce qui les couvre encore. La vie et la mort sont ici comme en présence, elles semblent avoir voulu mêler et confondre leurs œuvres. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans ce texte, d'abord c'est un Tocqueville qu'on ne connaît pas du tout, un Tocqueville romantique, presque lamartinien, qui est très surpris par ce qu'il voit. Il dit on ne voit pas ça dans nos pays, on ne voit pas ce que Francis Allais appellerait une forêt primaire. Et ce qui le frappe dans la forêt primaire, c'est que c'est surchargé. Et c'est surchargé de morts, parce qu'un tronc met des siècles à se putréfier, et c'est très bon, comme vous le savez, pour la biodiversité d'une forêt, puisque ça permet à des millions d'insectes et de champignons de venir y nicher. C'est d'ailleurs un peu à la mode maintenant de laisser les troncs à même le sol. Je sais que Gilles Clément le fait dans certains de ses jardins, mais c'est vrai que nous, on a tendance à tout débiter, tout couper, tout brûler. Et là, il dit, mais finalement, on ne voit jamais la mort. On ne voit jamais la mort des êtres humains, mais on ne voit jamais la mort des plantes non plus. On passe notre temps à les réutiliser trop vite. Et là, on les voit se décomposer. Et donc, on voit à l'œuvre ce cycle de génération et de corruption
qui, quelque part, nous dit quelque chose de notre propre humanité et du fait que le progrès ne peut advenir que si l'on détruit d'abord ce qui l'a précédé. C'est un peu une philosophie de l'humus, de la Terre, qui constamment recycle, qui constamment désolidarise les molécules pour permettre aux vivants d'émerger et pour permettre donc à l'évolution naturelle de poursuivre son histoire. Et Tocqueville exprime plus loin dans le même texte un regret. Il dit « on se hâte de les admirer » parce qu'il a conscience que la modernité, que par ailleurs il a analysée, je ne dis pas qu'il l'appelle de ses voeux, mais il sait qu'elle est irrésistible, et la modernité démocratique, la modernité industrielle va raser ces forêts-là. Dans le même texte, il parle de ses promenades sur un fleuve sauvage, de ses rencontres avec les Amérindiens, et il dit tout ça n'existera plus dans quelques dizaines d'années, et évidemment, il a complètement raison. Et donc on sent chez le père fondateur du libéralisme, à l'aube de l'ère moderne, un regret, presque une excuse. On sait le mal qu'on est en train de faire. Et je trouve pour cela ce texte particulièrement poignant et nous mettant devant l'ambiguïté en fait de l'auteur Tocqueville. Et puis la deuxième réflexion que j'aimerais même faire, c'est que pour moi c'est assez cohérent ce Tocqueville-là avec le Tocqueville de l'Ancien Régime et la Révolution. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville déplore la centralisation administrative française. Il tisse un fil entre l'Ancien Régime, entre les institutions de l'Ancien Régime et les institutions post-révolutionnaires, en expliquant qu'en fait, de toute façon, quel que soit le mode d'élection du pouvoir central, c'est toujours le même nœud qui pèse sur les vies individuelles. Et je trouve qu'il y a un lien entre l'amoureux de la nature, qui est Tocqueville quand il traverse la forêt, et l'amoureux de la liberté qu'il est quand il regarde la gouvernance française. Parce que dans les deux cas, en fait, ce dont il rêve, c'est d'un monde où l'on respecte la singularité, que ce soit la singularité du vivant ou la singularité des êtres humains qui restent hors des cases. Voilà. Je ne sais pas comment ça. Merci, non mais c'est très bien. Donc moi, en réponse au choix de lecture de Gaspard, je vais lire des petits extraits d'Humus, qui me semble être un livre hautement géographique. Et donc les extraits que je trouve intéressants, qui me semblent être des descriptions géographiques notables. Et donc j'ai choisi aussi en premier extrait, sans qu'on soit concerté, le paysage où le narrateur exprime aussi un regret. Un regret en regardant Saclay, le plateau de Saclay, qui est décrit ainsi. Le plus pervers dans cet aménagement consistait à introduire quelques touches champêtres, comme un regret. Après avoir monté un interminable escalier depuis l'arrêt du RER B, l'étudiant haletant avait la surprise de pénétrer dans un petit bois, puis dans un champ de roseaux, avant de retrouver les allées pavées et le gazon tondu à ras. Sur le campus lui-même, une noue soigneusement délimitée préservait quelques mètres carrés de nature sauvage. Autour de la minuscule plage de gravier s'étaient réfugiées des touffes d'herbes hirsutes, des joncs lançant leurs fleurs havanes en bouquet et quelques renoncules flottant sur l'eau comme des marguerites géantes. Maraudiable pour promeneur de l'Anthropocène. De toute façon, Arthur s'était juré que cet exil serait provisoire. Une fois obtenu le diplôme que la société exigeait de lui, il serait quitte. Quand on lui demandait dans quel secteur d'activité il envisageait de se lancer à la sortie de l'école, il répondait « Cultiver mon jardin ». C'était flou, mais sincère. Alors c'est un extrait que je trouve intéressant parce que comme à d'autres moments dans l'ouvrage, ça parle de transformation du paysage et de transformation des sols. Je lirai tout à l'heure des extraits qui évoquent le sol en profondeur, mais là je trouvais intéressant en fait la description du paysage qui évoque les transformations urbaines et puis les quelques patchs de nature qui sont parfois préservés sur cet espace qui est le plateau de Saclay. On peut passer à la prochain extrait, qui est celui de George Sand et sa prairie. Voilà. Alors, George Sand écrit une très longue lettre à une amie qui s'appelle Juliette Lambert, et elle lui rappelle un événement qu'elles ont vécu toutes deux, c'est que Juliette Lambert voulait cueillir des fleurs dans une prairie,
et pour faire un bouquet, pour ramener chez elle. Et George Sand lui avait dit, mais surtout pas, ou alors laisse-moi les cueillir moi-même, mais ne les cueille pas, parce que d'abord tu vas leur faire du mal. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu vas faire de ton bouquet? Ton bouquet, ce sont des cadavres de fleurs. Quand on commence à regarder les bouquets comme des cadavres de fleurs, effectivement, on change un peu ses habitudes. Et voilà ce qu'elle dit justement sur ces fleurs vagabondes qui enchantent les prairies de la Creuse, où, vous le savez, elle habite à Nohant. Voilà pourquoi je préfère aux jardins arrangés et soignés ceux où le sol, riche par lui-même de plantes locales, permet le complet abandon de certaines parties. Et je classerai volontiers les végétaux en deux camps, ceux que l'homme altère et transforme pour son usage et ceux qui viennent spontanément. Rameaux, fleurs, fruits ou légumes, cueillez tout ce que vous voudrez les premiers. Vous en semez, vous en plantez, ils vous appartiennent, vous suivez l'équilibre naturel, vous créez et détruisez, mais n'abîmez pas inutilement les secondes. Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et pour l'art, ces mauvaises herbes, comme les appellent les laboureurs et les jardiniers. Elles sont vraies, elles sont des types, des êtres complets. Elles nous parlent notre langue, qui ne se compose pas de mots hybrides et vagues. Elles présentent des caractères certains, durables, et quand un milieu a imprimé à l'espèce une modification notable, que l'on en fasse ou non une espèce nouvellement observée et classée, ce caractère persiste avec le milieu qui l'a produit. La passion de l'horticulture fait tant de progrès que peu à peu, tous les types primitifs disparaîtront peut-être, comme a disparu le type primitif du blé. Pénétrons donc avec respect dans les sanctuaires où la montagne et la forêt cachent et protègent le jardin naturel. J'en ai découvert plus d'un, et même assez près des endroits habités. Un taillis épineux, un coin inondé par le cours égaré d'un ruisseau les avait conservés vierges de pas humains. Dans ces cas-là, je me garde bien de faire part de ces trouvailles, on dévasterait tout. Apprendre à voir, voilà tout le secret des études naturelles. Je m'aperçois d'ailleurs que cette lettre a été écrite 1 an avant la sortie de L'origine des espèces de Darwin, qui, si mes souvenirs sont exacts, paraît en 1869. Et on voit que George Sand, je ne dis pas qu'elle anticipe Darwin, enfin, elle explique quand même que les milieux impriment à l'espèce une modification notable et que donc elle a en tête des théories. Alors, il y avait Lamarck qui avait déjà écrit, donc on avait les scientifiques que Sand connaissait très bien avaient sans doute déjà en tête les théories de l'évolution naturelle que Darwin n'a pas inventées. D'ailleurs, si vous allez au Jardin des Plantes, vous voyez une statue de Lamarck qui est marquée inventeur de l'évolution naturelle, mais enfin, c'est aussi sans doute par nationalisme. Et donc, elle comprend bien que la fleur influe le milieu et que le milieu influe sur la fleur. Et de quelle fleur nous parle-t-elle? Alors, elle parle des anémones. Et les anémones sont des fleurs vagabondes, c'est-à-dire ce sont des fleurs qui parcourent des kilomètres entiers, qui trouvent des stratégies d'évolution naturelle, que ce soit les graines disséminées par le vent, que ce soit les animaux qui les mangent et qui vont les rejeter leurs graines ailleurs, pour se répandre le plus loin possible. Et ce qu'elle nous dit, c'est, d'un côté, évidemment, l'homme peut cultiver son jardin et essayer d'ordonner la nature, notamment pour produire. Mais elle nous dit aussi que cette nature première que Tocqueville allait chercher dans les forêts primaires, elle n'existe plus chez nous. Mais néanmoins, elle continue à surgir, parce que la nature continue à exister. Et constamment, en fait, des espèces sauvages viennent bousculer l'ordre que l'homme essaye d'organiser. C'est très notable, par exemple, vous savez que les coquelicots avaient été éradiqués des champs, et ils ont ressurgi il y a quelques années avec, il faut le dire, l'abandon d'un certain nombre de pesticides, et on s'aperçoit qu'en fait, c'était des graines de coquelicots qui étaient dormantes depuis parfois 50 ans, et qui attendaient simplement que l'homme ait terminé ses bêtises pour reprendre en fait leur travail évolutif. Et les fleurs que George Sand décrit sont les fleurs que Gilles Clément, ce jardinier botaniste et penseur que je citais auparavant, appelle les fleurs vagabondes et auxquelles il a consacré un livre. Et évidemment, il est tentant de voir un portrait de George Sand elle-même dans ces fleurs vagabondes, puisque George Sand est je ne sais pas si on peut dire une féministe, mais enfin en tout cas quelqu'un qui partage et qui exerce les combats féministes avant beaucoup d'autres, qui divorce, ce qui à l'époque est tout à fait rare, qui obtient d'ailleurs après le divorce, je crois, de garder son nom de jeune fille, enfin qui obtient des choses qui n'étaient pas communes à l'époque, de reprendre son nom de jeune fille, qui écrit évidemment avec le pseudonyme d'un homme, George Sand, qui parfois se grime ou se déguise en homme,
et qui est un peu à la pointe aussi des luttes écologiques de son temps, puisqu'elle écrit pour la préservation de la forêt de Fontainebleau, qui donnera lieu à, je crois, la première réserve naturelle d'Europe ou du monde même, avant le Yellowstone aux États-Unis. Elle écrit des textes aussi assez étonnants. C'est pour ça que j'ai pris George Sand dans mon livre, c'est que quand on creuse, on s'aperçoit que c'est très riche et très substantiel, George Sand. C'est pas Colette, c'est vraiment quelque chose, c'est bien au-delà de la poésie, c'est aussi une femme politique, d'ailleurs engagée dans le socialisme et écrivant dans des revues républicaines. Et George Sand parle par exemple des communs, des pâturages communaux, et explique que détruire les pâturages communaux serait une erreur énorme, à la fois pour les paysans qui en vivent, mais aussi pour l'équilibre des écosystèmes dont elle est consciente. Et elle parle même, à un moment donné, de la nécessaire proportion qu'il faut garder entre les demandes de l'homme et la production de la planète. Donc on est déjà dans le rapport Meadows 120 ans avant. Et puis il y a une dernière chose que j'aimerais dire, alors c'est pas tout à fait dans ce texte-là, c'est que, parlant de ces plantes vagabondes, parlant de ces mêmes anémones, George Sand, qui est aussi botaniste, s'interroge sur leur mode de reproduction et explique que, alors ça dépend des plantes, mais enfin qu'en l'occurrence, dans celle-là, il y a des mâles et des femelles, et elle s'interroge sur le genre. Qu'est-ce qu'être mâle, qu'est-ce qu'être femelle? C'est évidemment une interrogation qui la poursuit d'autant plus qu'elle n'arrête pas de se grimer, de reprendre des vêtements de femme aussi, d'être très féminine quand elle est dans son jardin de Nohant, et puis de se remettre à fumer le cigare le soir. Donc elle est constamment, au fond, entre les deux. Et donc elle réfléchit et elle dit, mais finalement c'est une question d'engrenage. La sexualité est absolument fondamentale pour les plantes, mais qu'elle soit mâle ou femelle, c'est juste une petite différence de mécanisme. Et elle a cette phrase, je crois, dans une lettre à Flaubert, à propos de ces plantes-là, qui mérite d'être méditée. Il n'y a qu'un sexe. Il n'y a qu'un sexe, et en fait, les différences de genre, elle ne dit pas elles sont construites par la société, elle dit elles sont évidemment biologiques, mais elles ne sont pas très importantes, et nous leur donnons beaucoup trop de signification. Merci Gaspard pour cet extrait. Dans le livre, il y a de nombreuses réflexions sur la question de la sexualité, mais je vais pas. C'est pas l'extrait que j'ai choisi là, mais il y a cette phrase que je trouvais très belle. Tous les corps sont faits pour le plaisir, finalement, sans distinction. Mais le texte là que j'ai choisi fait plutôt écho à ce que tu dis, apprendre à voir et aussi apprendre à décrire. Et ça, finalement, c'est un des projets, un des aspects de la géographie, c'est celui qu'on a poursuivi collectivement avec Fabrice et avec la centaine d'auteurs qui ont participé à nos lieux communs. Et dans Humus, il y a de nombreuses descriptions, et notamment des descriptions du sol, parce que tu nous invites à voir ce sol de plus près et à voir ce qui compose ce sol. Et il y a des portraits que je trouve très touchants, des portraits d'entités, des portraits d'arbres, et puis surtout, évidemment, un des personnages, les personnages principaux de l'ouvrage, des portraits de vers de terre. Et donc c'est un portrait de vers que j'ai choisi, description du sol par ses habitants. Malgré toutes ces années consacrées aux vers de terre, Arthur n'en avait jamais vu, ni touché autant. Il n'y en avait pas deux pareils. Dans quelle autre espèce trouve-t-on des spécimens dont la taille varie d'1 à 5, du vermisseau au serpent? Il y en avait des sveltes, des gras, des indolents et des teigneux. Leur peau parcourait une large gamme de couleurs, du caramel au fuchsia. Chacun possédait sa propre irisation, déclinant ses nuances de terre de la tête à la queue. Face à l'adversité, certains se carapataient à une vitesse surprenante. D'autres, au contraire, jouaient aux morts. Pour la première fois, Arthur considérait chaque vers comme un individu singulier, avec son histoire, sa stratégie de survie, ses cachettes souterraines. Et donc c'est un texte, il y en a d'autres dans l'ouvrage, mais finalement c'est un texte qui nous invite à reconsidérer la nature et qui fait de la description presque un acte politique. Parce que finalement, quand on décrit avec précision, et quand on fait cet acte de contemplation et qu'on traduit cette contemplation dans une description, il y a aussi une forme d'attachement qui me semble
être à l'œuvre, un attachement qui conduit peut-être aussi à un plus grand respect de la nature et puis aussi à des formes de personnification qui, pour d'autres entités naturelles, les montagnes, les rivières, en fait, peuvent permettre de comprendre ou de penser, en tout cas politiquement, nos relations avec le vivant et plus généralement avec la vie. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérience, s'ils veulent découvrir les vers de terre qui se logent dans leur jardin ou près de chez eux. Alors, la méthode brutale consiste à retirer 1 mètre cube de terre et à les compter. Mais il faut un peu d'outils et de persistance. La méthode un peu plus paresseuse, un peu plus cruelle pour les vers, mais ils n'en mourront pas, consiste à diluer de la moutarde de cuisine, dans de l'eau, à délimiter 1 mètre carré, à verser ça sur le sol. Et vous voyez qu'en un quart d'heure, les vers de terre qui n'aiment pas la moutarde ressortent. Et vous pouvez les compter. Vous pouvez les compter et puis vous pouvez refaire l'opération tous les ans, surtout si vous transformez votre jardin, pour voir si votre sol est plus fertile, plus sain, ou si au contraire, si vous voyez moins de vers de terre, vous avez lieu de vous inquiéter. Alors, j'aimerais poursuivre par un texte de Thoreau. En fait, je vais faire Thoreau d'abord. Un texte de Thoreau. Alors Thoreau, on le lit d'ailleurs et on le cite vraiment beaucoup aujourd'hui, c'est fort bien. Toujours ce texte majeur chez lui, Walden, donc le récit de près de 2 ans de cabane, de vie dans une cabane qu'il a aménagée près du lac de Walden. Alors je tiens quand même à dire que près de la ville de Concorde, en Pennsylvanie. Je tiens à dire que Thoreau n'est pas un ermite. Et quand on lit le livre, on s'aperçoit qu'il y a une deuxième chaise. Il essaye de tout réduire, tout simplifier. Une fois, quelqu'un lui propose un paillasson en cadeau, il dit non, un paillasson, pourquoi faire? J'ai une petite branche d'arbre ou un petit tronc sur lequel je peux m'essuyer les chaussures avant d'entrer dans ma cabane. Donc il déploie un effort et une énergie considérable à réduire ses besoins pour arriver à une forme d'équilibre et pour tout simplement gagner du temps tout en continuant à gagner sa vie. J'y reviendrai. Et donc il réfléchit à l'espace de sa cabane et il s'autorise quand même le luxe d'avoir une deuxième chaise. Cette deuxième chaise, c'est pour les invités. Parce qu'on passe beaucoup voir Thoreau dans sa cabane et que lui-même, il raconte qu'il n'est pas si éloigné de la ville et qu'il lui arrive aussi le soir d'aller au café ou même de dormir en ville. Donc il n'est pas, et il entend aussi passer le train de marchandises et ce bruit ne l'irrite pas. Il dit que ce bruit le berce. Tout l'inverse de Rousseau, hystérique de Rousseau, qui dans les rêveries du promeneur solitaire nous explique qu'il a enfin trouvé un coin de nature sauvage et que, ah mon Dieu, son oreille est déchirée par le cliquetis d'une usine et que ça y est, c'est les hommes qui se rappellent à lui et qui le persécutent. Rousseau est un misanthrope et il utilise la nature pour fuir l'homme et je trouve que c'est mal utiliser la nature. Thoreau aime la nature et il ne déteste pas l'humanité autour de lui, il continue à commercer avec elle. Alors, je vous lis ce passage où Thoreau raconte comment il cultive ses haricots. Alors, les haricots de Thoreau. Et surtout, il raconte aussi l'extrait commence par la réaction des passants, et souvent des fermiers du coin, à son activité. Donc la première citation entre guillemets, c'est un passant qui dit « Est-ce qu'il vit aussi ici ?» demande une bouche sous la capuche de la cape grise. Et le fermier au visage buriné tire sur les rênes de son attelage pour s'arrêter et s'enquérir de ce que vous fabriquez, étonné de ne pas voir de fumier dans vos sillons. Puis il se met en devoir de vous conseiller l'ajout d'un peu de sueur ou de saleté de n'importe quel genre, ou peut-être bien d'un peu de plâtre ou d'un peu de cendre. Voilà donc qu'ils avaient sous les yeux 2 acres de sillons, tout juste une petite charrue à bras, du fait d'une aversion pour les autres modèles de charrue, et nulle sueur nulle part. Les voyageurs passaient, dans le claquement de leurs essieux, je les entendais comparer mon champ aux autres cultures qu'ils avaient vues en chemin, et je pouvais ainsi me tenir au courant de ma situation précise dans le monde agricole. S'il était bien un champ qui ne figurait pas dans les rapports Coleman, agronome, c'était le mien. Mais au fait, qui estime la valeur des récoltes que la nature produit dans les champs non cultivés par l'homme et plus sauvages encore que le mien? On pèse soigneusement les récoltes de foin cultivées, on évalue leur degré d'humidité, on jauge leur taux de silicate et de potasse. Mais dans tous les vallons, au bord de toutes les mares, dans les prairies, dans les bois et dans les marais, poussent des cultures riches et variées qui se trouvent seulement n'être point récoltées par l'homme. Mon champ était,
si vous voulez, le chaînon manquant entre les terres cultivées et les espaces sauvages. Comme il existe des pays civilisés, des pays semi-civilisés et d'autres encore sauvages ou barbares, de même mon champ était, quoique en un sens non péjoratif, un champ semi-cultivé. Les haricots que je cultivais étaient des haricots joyeusement retournés à leur état sauvage et primitif. Et ma charrue à bras leur jouait le rantz des vaches. Je trouve qu'il y a mille choses qui nous parlent de l'agriculture aujourd'hui dans ce passage. D'abord parce que Thoreau, il cultive, je remets dans le contexte, il le dit, 2 acres. 2 acres, recherche faite, c'est à peu près 1 hectare. Donc c'est quand même beaucoup. C'est pas du tout de l'agriculture vivrière. Thoreau n'a pas l'ambition de vivre uniquement de son potager. Il a l'ambition de vivre à l'équilibre. Mais à l'équilibre, ça suppose aussi l'échange avec les autres hommes, de profiter de la division du travail. Et donc, pour aller chercher le peu de revenus dont il a besoin, et qu'il liste très soigneusement, c'est un économe, il nous fait ses comptes dans Walden, dont il a besoin pour, par exemple, acheter un peu de plâtre pour reboucher un trou, eh bien, il génère de l'argent, et il génère de l'argent avec son champ. C'est un champ qui est fait pour être, ces haricots sont faits pour être vendus. Et il dit d'ailleurs, je fais un profit de $8, dont il est très fier. Et il dit, comme je suis très économe de produits, eh bien, mon profit de $8 est supérieur à celui de tous les fermiers à côté, avec leur grande culture et leur endettement. Et la manière dont Thoreau cultive, retenez cette expression de manière demi-sauvage, semi-sauvage, correspond exactement à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. C'est-à-dire, pas d'intrants, pas d'engrais. Ça, il le dit dès le début du livre, pas de sur, pas de chaud, pas toutes ces saloperies dont il parle là, et que les fermiers lui recommandent. Et il abandonne, alors là, on n'en est pas là dans le livre, l'année suivante, il abandonne la charrue. Jusqu'à présent, il louait encore une charrue pour labourer. Ensuite, il décide, au bout d'un an, de faire 100 charrues et de se contenter de sarcler la terre entre les haricots pour éliminer tout de même les herbes. Et donc là, c'est sans labour. Donc c'est-à-dire que Thoreau, en fait, ce qu'il expérimente, c'est le semi-direct, qui est vraiment la méthode culturelle la plus à la mode aujourd'hui, et qu'on appelle véritablement l'agroécologie, puisque l'agroécologie, c'est pas un cahier des charges, c'est une philosophie, et la philosophie, c'est moins ou plus du tout d'intrants, moins ou plus du tout de labour. Et donc, ce qu'il nous propose, c'est une méthode agricole dont on voit à quel point, déjà, elle insupporte les fermiers d'à côté, dont il partage les remarques, également pour des raisons esthétiques, parce que son champ fait sale. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, notamment de la part des agriculteurs bio, qui ont des champs de blé qui ne sont pas tout jaunes. Ils sont jaunes, mais ils sont aussi un peu rouges, ils sont aussi un peu bleus, ils sont aussi un peu violets quand il y a de la doche qui y pousse. Et qui se font reprocher par leurs voisins parce que tout le monde, évidemment, se regarde. Et c'est évidemment des espaces très ouverts. Quand vous écrivez un livre très violent, en rupture, bon, vous avez quand même le confort d'être seul dans votre bibliothèque. Mais imaginez que tout le monde vous regarde en train d'écrire ce livre. La pression, que vos voisins vous regardent en train d'écrire ces scènes terribles. La pression est quand même forte. Et c'est exactement ce que vit un agriculteur qui essaye de faire différemment. Alors, Thoreau a la force de caractère d'y résister. Mais il faut admettre que ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, là-dedans, il explique qu'il contrevient aux principes économiques de son époque. Aujourd'hui, ça serait moins le cas, puisque si vous allez sur le site de l'INRAE, de l'Institut national d'agronomie, vous voyez que la moitié de leurs études sont consacrées à l'agroécologie, à la manière dont il faut associer les cultures, au couvert végétal qu'il faut mettre pour nourrir le sol naturellement, aux prédateurs qu'il faut rappeler ou dont il faut organiser l'habitat pour qu'ils viennent se nourrir des ravageurs dont on n'a pas besoin. Et donc l'idée, c'est toujours de trouver dans la nature les solutions qui permettent de résoudre les problèmes posés par la nature elle-même. Et c'est assez, finalement, c'est le signe aussi d'un progrès de nos sciences et de nos techniques, de voir que, eh bien, aujourd'hui, nous sommes presque prêts à renoncer non seulement aux intrants, mais aussi à 10 000 ans de labour. C'est quelque chose d'assez neuf, au fond, dans nos pratiques agricoles. Et puis, la dernière chose que j'aimerais dire sur ce texte, c'est que... oui, et puis alors la philosophie qu'il développe derrière, juste, il y a une phrase qui est assez jolie, il dit « Je ne plante pas des haricots dans le sol, j'appréhende et je cultive le sol de manière à ce que le sol exprime sa pensée en haricots. »
C'est joli. Et enfin, la dernière chose, c'est que j'aime beaucoup cette expression de semi-sauvage. Un chant semi-sauvage. Il ne s'agit pas de revenir au sauvage. D'ailleurs, il sait très bien que ces haricots ne sont pas des haricots sauvages. Ce sont des haricots qui vont être sans doute, il espère en tout cas, appropriés à leur terroir et donc probablement des semences paysannes. Et semi-sauvage, ça nous rappelle, je pense, l'attitude politique de Thoreau face à l'État, face à sa société, qui est une attitude de désobéissance civile. Vous savez, c'est lui qui invente le terme désobéissance civile, qui en invente un peu, parce qu'on peut dire que ça a été pratiqué de tout temps, enfin en tout cas qui en popularise la pratique dans cette scène bien connue où Thoreau refuse de payer l'impôt fédéral parce qu'il ne veut pas financer l'esclavagisme. Il ne s'agit pas d'un acte d'ailleurs de résistance politique, il dit je ne veux pas participer, je ne veux pas nuire. Je ne veux pas nuire, donc je ne veux pas être complice de ce système, donc je ne veux pas vous payer l'impôt. Il passera une nuit en prison, il sera sorti de prison par sa tante qui va payer la caution. Et qu'est-ce qu'il fait quand il sort de prison? Il va immédiatement cueillir des mûres sauvages. C'est la première chose qu'il fait. Comme s'il fallait, en fait, pour qu'un esprit reste libre, ces zones semi-sauvages, où il peut se réfugier, se mettre à l'écart du contrat social de son époque, le voir d'un certain pic d'extériorité, être en surplomb par rapport à sa propre société. Et pour ça, il faut qu'il aille chercher du sauvage. Mais son but, ce n'est pas de revenir à l'état de nature. Il rentre toujours après dans sa société, il combat dans sa société, il écrit dans les journaux, il va discuter avec les agriculteurs au troquet. Et c'est ça que j'aime chez Thoreau, c'est cet aller-retour constant entre sa société, une forme de nostalgie sauvage et l'interaction entre les deux qui se manifeste dans la forme agricole qu'il a choisie. Personnage complexe, Thoreau, à l'image un peu de l'autre personnage du roman. Donc, il y a Arthur, dont que j'ai déjà un peu évoqué, et puis il y a Kevin, personnage étonnant qui a aussi des moments un peu comme Thoreau, qui finalement, sans un acte, sans être forcément politisé ou militant, a parfois des moments de retrait. Et il y a ce très joli moment qui ouvre le chapitre 10, où le narrateur décrit le rapport de Kevin au voyage, et où Kevin voit l'exotisme, et comment Kevin choisit finalement, sans acte militant, mais juste parce qu'il n'y voit pas vraiment pourquoi il le ferait, de participer à ce qu'on pourrait appeler peut-être un contrat social consumériste, adossé à la consommation de l'exotisme lointain. Kevin n'osa pas avouer à Philippine qu'il n'avait jamais pris l'avion. Même à AgroParisTech, ses stages s'étaient toujours déroulés dans les frontières de l'Hexagone, et il s'y rendait aisément en train. L'étranger restait pour Kevin une notion assez abstraite, qu'il considérait avec une bienveillante indifférence. Il s'y serait volontiers rendu s'il avait eu une bonne raison de le faire, mais à défaut, il ne voyait pas l'intérêt de consacrer tant de temps, d'argent et d'énergie à se translater d'un point à l'autre du globe. Pour qui avait la patience de regarder autour de soi, l'exotisme se trouvait partout. Le moindre cours d'eau ressemblait aux chutes d'Iguassou. La moindre rencontre aurait rempli un roman. Question d'échelle. Pendant ses vacances, Kevin randonnait dans son Limousin natal, souvent seul, campant sur le bord des chemins. Pour le prix d'un casse-croûte, il parcourait des paysages sans cesse changeants, écoutait les ragots de village en remplissant sa gourde, étudiait le chassé-croisé des animaux la nuit venue. D'une vallée à l'autre, il changeait de monde. Comme disait Arthur en citant Leibniz ou un autre de ses philosophes, il n'y avait pas deux brins d'herbe identiques dans l'univers. Pourquoi serait-il allé chercher les brins d'herbe au Pérou ou en Thaïlande? Examinant les Carthagènes, Kevin s'était rendu compte, non sans mélancolie, qu'il n'aurait pas assez de toute une existence pour explorer les sentiers de la région. Quant à la France avec tous ses recoins, elle semblait infinie, hors de portée. Alors l'étranger, ce serait pour d'autres vies. Alors, moi, je vais vous lire maintenant un extrait du Phèdre de Platon. Vous savez, c'est un dialogue sur l'amour qui est d'ailleurs assez compliqué à analyser, mais on ne va pas parler tellement du fond du dialogue, on va parler de sa forme et de la manière dont Socrate et Phèdre cherchent un lieu pour avoir une discussion philosophique.
Alors, en sachant que Socrate est déjà un philosophe dans la force de l'âge et qu'il est en fait très amoureux du jeune Phèdre, qui lui-même a présenté son dialogue sur l'amour à un troisième philosophe dont Socrate est clairement jaloux. Donc, Phèdre. Alors, où souhaites-tu que nous allions nous asseoir pour lire ? Socrate. Quittons ici la route et suivons l'Ilissos, qui est donc le petit fleuve qui traverse Athènes. Après, quand l'endroit te semblera tranquille, nous nous assoirons. Phèdre. J'ai bien fait, me semble-t-il, de venir pieds nus. Toi, bien sûr, c'est ton habitude. Ainsi pourrons-nous facilement suivre ce filet d'eau en y trempant les pieds. Et ce ne sera pas désagréable, surtout en cette saison de l'année et à cette heure du jour. Socrate. Eh bien, avance et cherche en même temps un endroit où nous asseoir. Phèdre. Tu vois, là-bas, ce très haut platane ? Socrate. Oui, bien sûr. Phèdre. Il y a là de l'ombre, de l'air frais et de l'herbe pour nous asseoir, ou, si nous le désirons, pour nous étendre. Socrate. Si tu avançais. Phèdre. Dis-moi, Socrate, n'est-ce pas dans les parages que de l'Ilissos, raconte-t-on, Borée enleva Aurite ? Socrate. C'est bien ce qu'on raconte. Phèdre. C'est donc ici ? En tout cas, ces filets d'eau paraissent avoir du charme et être purs et limpides. Et leurs bords sont bien faits pour que des jeunes filles viennent s'y divertir. Socrate. Non, non, c'est plutôt en aval, à 2 ou 3 stades, à l'endroit où nous passons l'Ilissos pour aller vers le sanctuaire d'Agra. Phèdre. Je n'y ai jamais fait attention, mais par Zeus, dis-moi, Socrate, tu crois, toi, ce que raconte ce mythe est vrai ? Je vous passe la réponse. Et après, Socrate. Par Héra, le bel endroit pour y faire halte. Oui, ce platane étend largement ses branches, et il est élevé. Ce gâtillier, lui aussi, est élevé, son ombre est merveilleuse, et comme il est en pleine floraison, il ne peut embaumer ce lieu davantage. Bien plus, une source, on ne peut plus charmante, coule sous le platane. Et son eau est bien fraîche, comme l'atteste mon pied en tout cas. Elle est consacrée à des nymphes et à Achélos, si l'on en juge par ses figurines et par ses statues. Vois, s'il te plaît, comme le bon air qu'on a ici est agréable et vraiment plaisant. C'est le chant mélodieux de l'été qui répond au cœur des cigales. Mais la chose la plus exquise de toutes, c'est l'herbe. La douceur naturelle de la pente permet, en s'y étendant, d'avoir la tête parfaitement à l'aise. Un étranger ne peut avoir meilleur guide que toi, Phèdre, mon ami. Donc vous voyez dans ce dialogue un peu de séduction quand même entre les deux, enfin de jeu de séduction en tout cas, on cherche le lieu idéal de la discussion et c'est peut-être le grand philosophe Platon qui écrit, mais enfin il ne lésine pas sur les détails, il nous dit ah bah là il y a un platane, ah ben non, mais là plutôt on y va plutôt l'été, ben c'est pour les jeunes filles, etc. Et donc ce qui m'intéresse c'est d'abord qu'est-ce qu'ils cherchent, quel est le type d'espace qu'ils cherchent pour avoir leur discussion. L'espace qu'ils trouvent à la fin, c'est un espace qui n'est pas totalement vierge, c'est un espace qui est un peu aménagé. On y reconnaît un ancien sanctuaire. Quelques statues, on peut imaginer un banc, on peut imaginer que le gâtillier, qui est ce buisson qui produit des fleurs violettes, très colorées, ait été planté, par exemple, par un des gardiens du temple. Et tout ça en se promenant à l'extérieur des remparts d'Athènes. Dans la tradition du jardin philosophique grec, puisque les grands philosophes avaient chacun leur jardin, qui n'était pas seulement une métaphore, mais qui était aussi un lieu naturel où ils allaient discuter avec leurs disciples. Mais là, ce n'est pas un jardin qui est enclos, comme d'habitude. C'est un jardin qui est un jardin naturel, avec juste quelques aménagements humains. Je citerai une troisième fois Gilles Clément pour dire que c'est un peu l'idée de son jardin en mouvement. C'est les principes du jardinage contemporain qui font qu'on laisse faire beaucoup, on essaye simplement d'habiter le lieu qui nous semble le plus propice pour nous autres humains, et puis on l'aménage de manière, par petites touches, de manière discrète, en donnant quelques directions et en regardant ce qui se passe. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est ce dialogue lui-même. Pourquoi est-ce que la conversation est, pour les Grecs, l'art suprême ? Parce que dans ce même dialogue, Platon explique ce qu'on lui a beaucoup reproché, on l'a beaucoup ridiculisé pour ça, explique que l'écriture, c'est une technique un peu moderne, équivalent de ChatGPT si vous voulez, dont il se méfie. Et que l'écriture ne remplacera jamais la conversation. Et quand il dit ça, il compare l'écriture au jardin d'Adonis. Les jardins d'Adonis, c'est un peu les plantes en pot des balcons grecs. Il dit les jardins d'Adonis, c'est quelque chose de très artificiel. Alors qu'une conversation, c'est une chose en mouvement, comme un terrain naturel où les graines se ressèment d'elles-mêmes. Ce qui veut dire par là, c'est que l'écrit fige la pensée. Il fige la pensée et quelque part, il ne peut plus. Un livre est déjà mort, il ne peut pas s'expliquer. Alors que quand vous voyez un auteur,
eh ben, vous pouvez poursuivre la conversation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce genre de rencontre et que les gens s'y rendent. C'est bien parce que la lecture d'un ouvrage ne leur suffit pas. Et j'ai ressenti ça en écrivant mon propre livre, la Agrophilosophie. Je me suis dit, mais en fait, dans une semaine, je vais penser autre chose. Parce que constamment, ce livre se nourrit d'un article d'agronome que je vais lire, d'une objection qu'on va me faire, d'une expérience que je vais vivre. Et donc, à quel moment je vais décider de l'arrêter et de rendre immortelle telle ou telle théorie qui sera obsolète en fait dans 15 jours. Et effectivement, alors on ne peut pas avoir une conversation avec 60 millions de personnes, donc c'est bien pour ça qu'on écrit des livres. Mais c'est au fond une solution insatisfaisante. C'est un peu la solution la moins pire. Alors que l'art véritable, c'est cette promenade que nous propose Platon, qui est aussi une manière de constamment mettre la nature en mouvement, mais aussi la pensée et le dialogue en mouvement. Il y a beaucoup de dialogue dans Humus entre les deux personnages et de nombreuses scènes où la pensée est vivante et la pensée vagabonde. Et en écho à Phèdre, l'extrait que j'ai choisi, c'est celui où c'est un extrait où un des personnages imite un jardinier, Monsieur Ashmore, précurseur génial et méconnu de l'inoculation lombricienne. Et il décrit ainsi une expérience de régénération des sols et qui montre bien cette pensée en mouvement et comment on peut soudain changer d'avis. En plein territoire maori, au milieu des volcans et des fleuves méandreux, il faut imaginer Monsieur Ashmore parcourant d'un air perplexe ces prairies desséchées par la canicule australe. Il s'inquiète pour ces bêtes qui commencent à maigrir. Il se dit que cet Éden riche en wallabies et en hermines, dont on vante en Europe l'éternelle luxuriance, ne tient pas ses promesses. Il a fait trop de sacrifices pour accepter l'idée de repartir. Pourtant, son sort n'est guère plus enviable que celui d'un paysan du Kent. Et voilà que, tout à ses pensées noires, il remarque sur une petite parcelle proche de la forêt des taches d'herbe vertes et humides. Il s'approche, s'agenouille et gratte le sol, moins par curiosité que par tendresse, pour tirer un peu de réconfort de cette terre grasse et meuble. Il sent alors sous ses doigts une matière vive et gluante. Il gratte encore et se saisit d'une pleine poignée de terre. Qu'y découvre-t-il ? Une dizaine de petits asticots affolés et grouillants. Pourquoi Monsieur Ashmore, au lieu de reposer là sa motte et d'amener pâturer ses vaches, s'est-il mis à raisonner ? Pourquoi lui, parmi les milliers, les millions d'agriculteurs qui ont déjà pu faire des observations similaires, a-t-il décidé de ne pas en rester là ? On ne saura jamais ce qu'il se passe dans la tête de Monsieur Ashmore. On sait juste qu'il réintroduisit des lombrics à la main sur ces terrains, que plus jamais l'herbe ne jaunit, que les autorités locales s'intéressèrent après la guerre à ces expériences et que la Nouvelle-Zélande a développé une expertise unique dans l'inoculation de lombriciens à des fins de régénération des sols. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et aujourd'hui, c'est des pratiques qui se font en France. Donc, il y a notamment dans les vignobles, qui ont des glissements de terrain particulièrement durs parce qu'il n'y a plus de vers de terre, donc il n'y a plus de galeries, donc il n'y a plus de drainage de l'eau. Eh bien, on réintroduit à la main des vers de terre en allant chercher des vers de terre dans les forêts voisines, c'est-à-dire des espèces qui vont être proches de ce que le milieu naturel peut accueillir. Et donc, c'est ce qu'a fait M. Ashmore, qui est un personnage qui a existé dans les années 30 en Nouvelle-Zélande. Et effectivement, la Nouvelle-Zélande a régénéré une partie de ses terres grâce à cette méthode, découverte de manière totalement empirique. Alors, le dernier texte que je vais vous lire, c'est un texte d'Élisée Reclus, dont nous parlerons avec Cédric Villani demain. À quelle heure d'ailleurs on peut faire la pub? 13h30 ou... 13h30, je crois. Ouais. Vous entendez 14h dans cette même salle. On a la chance de dialoguer avec Cédric sur notre lecture commune d'Élisée Reclus. Élisée Reclus, on le connaît plus trop, mais il redevient quand même beaucoup à la mode, un peu comme Thoreau. C'est un géographe, un des pionniers de la géographie populaire à la fin du 19e siècle. Il parcourt le monde et il en tire énormément de récits de voyage et de considérations scientifiques. Mais c'est aussi un des premiers écologistes qui se désespère de la manière des dommages qui sont infligés par l'homme à son environnement. Et c'est enfin, politiquement, un anarchiste parfaitement revendiqué, qui doit s'exiler à Londres après la Commune, qui est d'ailleurs dans toute une fratrie très active aussi politiquement,
qui a écrit des textes sur l'anarchie comme le mode idéal d'organisation sociale, mais qui en même temps a un engagement qui est, je dirais, toujours doux. Il est à la fois très radical dans ses propos, mais très doux dans la manière de les énoncer. C'est un styliste dont l'amour de la nature transparaît aussi dans ses écrits, dans la manière dont il va très patiemment analyser, alors c'est ce que je propose de lire maintenant, l'histoire d'un ruisseau ou l'histoire d'une montagne, c'est-à-dire descendre un ruisseau de la source à l'embouchure, en s'interrogeant et en décrivant aussi, parfois de manière très poétique, les différentes étapes de son ruissellement. Alors néanmoins, le passage que je voudrais vous lire ne concerne pas véritablement le ruisseau en tant que tel, même s'il apparaît. C'est un passage plus politique, plus économique même, et sans doute plus surprenant. Alors le voici. Cette lutte féroce pour l'existence entre hommes qui devraient s'aimer, n'aura-t-elle donc pas fin? Serons-nous toujours ennemis, même en travaillant côte à côte dans l'usine commune? Parmi tous ceux qui de leurs mains ou de leur tête sont associés de fait à la même œuvre, les uns de plus en plus enrichis s'arrogeront-ils à jamais le droit de mépriser les autres? Et ceux-ci, de leur côté, condamnés à la misère, ne cesseront-ils de rendre haine pour mépris et fureur pour oppression? Non, il n'en sera pas toujours ainsi. Dans son amour de justice, l'humanité qui change incessamment a déjà commencé son évolution vers un nouvel ordre de choses. En étudiant avec calme la marche de l'histoire, nous voyons l'idéal de chaque siècle devenir peu à peu la réalité du siècle suivant. Nous voyons le rêve de l'utopiste prendre forme précise pour se faire la nécessité sociale et la volonté de tous. Déjà, par la pensée, nous pouvons contempler l'usine et la campagne environnante telles que l'avenir nous les aura changées. Le parc s'est agrandi. Il comprend maintenant la plaine entière. Des colonnades s'élèvent au milieu de la verdure. Des jets d'eau s'élancent au-dessus des massifs de fleurs. De joyeux enfants courent dans les allées. La manufacture est toujours là. Plus que jamais, elle est devenue un grand laboratoire de richesse. Mais ces trésors ne se divisent plus en deux parts, dont l'une est attribuée à un seul et dont l'autre, celle des ouvriers, n'est qu'une pitance de misère. Ils appartiennent désormais à tous les travailleurs associés. Grâce à la science qui leur fait mieux utiliser la puissance du courant et les autres forces de la nature, les ouvriers ne sont plus les esclaves haletants de la machine de fer. Après le travail de la journée, ils ont aussi le repos et les fêtes, les joies de la famille, les leçons de l'amphithéâtre, les émotions de la scène. Ils sont égaux et libres, ils sont leurs propres maîtres. Ils se regardent tous en face, aucun d'eux n'a plus sur son front la flétrissure qu'imprime l'esclavage. Tel est le tableau que nous pouvons contempler d'avance en nous promenant le soir près du ruisseau chéri, quand le soleil couchant borde d'un cercle d'or les volutes de vapeur échappées de l'usine. Ce n'est là encore qu'un mirage, mais si la justice n'est pas un vain mot, ce mirage nous montre déjà la cité lointaine à demi cachée derrière l'horizon. C'est un texte incroyable, parce qu'il monte, donc il voit une usine près du ruisseau. Cette usine est évidemment, à la fin du XIXe siècle, le lieu à la fois de la misère sociale et de la pollution. Alors là, pour le coup, sans retenue. D'ailleurs, quand Tocqueville visite Manchester et les environs de Manchester, il est complètement effrayé par la pollution qui se voit à l'œil nu, parce que le ciel est noir. On ne s'en rend même plus compte aujourd'hui, où tout de même nos villes ont été largement, y compris d'ailleurs en externalisant ces pollutions-là, sont largement plus préservées qu'au XIXe siècle. Mais au lieu de dire « c'est horrible tout ça, il faut raser tout ça », il dit non, un autre monde est possible, un monde où l'usine, premièrement, s'intègre à la nature, et deuxièmement, est un lieu d'égalité. Et que troisièmement, tout ça va se faire grâce au progrès et à la science. Et donc on voit qu'Élisée, reclus anarchiste, n'est pas du tout pour la destruction totale et définitive de toute forme de production économique. On voit aussi qu'il lie la question de la nature et la question politique. Il dit la question, c'est d'apprendre à trouver un équilibre dans un écosystème. Nous pouvons construire des usines qui soient en harmonie avec leur environnement. Alors même si le texte frise le ridicule parfois avec les petits enfants qui courent dans les allées, bon. Mais vous voyez, on peut construire une usine propre. C'est ça qu'il raconte. Et en même temps, dans cette usine, et c'est pas par hasard, c'est nécessairement lié, parce que nous aurons des aspirations d'équilibre plus que de croissance. Eh bien, dans cette usine, les rapports seront plus égaux. Et ce qu'il décrit là, c'est évidemment le fonctionnement d'une coopérative, c'est-à-dire d'une entreprise où chaque homme a une voix, quelle que soit la part qu'il détient du capital, et où donc, dans l'utopie de l'époque,
la distinction entre travail et capital n'a plus lieu d'être. Et il assume que c'est une utopie. Il assume d'être un utopiste et il espère, et les textes d'Élisée Reclus, même quand il est ravagé par les dommages qu'il voit devant lui, sont toujours pleins d'espoir, parce qu'il imagine que bien, le progrès poursuit son cours. Et c'est un anarchiste qui n'a pas peur du mot de progrès. Et le progrès humain, pour lui, c'est apprendre de ses erreurs. Et si on peut les décrire, ces erreurs, dans de tels livres, et proposer des corrections possibles, eh bien, nous participons à la marche du progrès, de même que l'évolution naturelle, elle aussi, poursuit son cours en corrigeant incessamment ses erreurs et en sélectionnant les meilleures solutions. Et donc, ce n'est pas un argument, c'est un texte et c'est une pensée où affleure la possibilité, certes encore, disons, assez rudimentaire, d'une économie alternative qui permette la division du travail, qui permette la production de biens de consommation relativement large, tout en étant parfaitement respectueux des équilibres naturels et en concourant même d'ailleurs à les améliorer. Et dernier texte très court avant de te laisser la parole pour conclure, Fabrice. Il me semble que c'est une bonne façon de terminer en revenant au tout début de l'ouvrage, avec ce petit texte à la fois programmatique et qui est une invitation, voilà, à regarder sous nos pieds et qui exprime aussi le caractère très politique de ce qui s'y joue. Les espaces infinis qui fascinent les philosophes ne se trouvent pas au-dessus de nos têtes, mais sous nos pieds. Les vers de terre transforment le sol en un dédale de chemins, de croisements de puits et de cachettes. Chaque mètre carré de sol dissimule 5 mètres de galerie, un réseau encore plus dense que celui des pyramides. Ce sont elles qui permettent de remonter depuis les entrailles de la terre les éléments nutritifs nécessaires à la vie, et inversement, qui drainent l'eau de pluie pour la garder en réserve. Sans cette architecture complexe, les sols se tassent, l'eau ruisselle en surface et les plantes restent affamées. Quelle belle description du travail de la nature. Merci beaucoup. Ce type de table ronde, pour conclure, nous rappelle l'intérêt et même l'impérieuse nécessité, vous l'avez vu, de pouvoir avoir des grands témoins, des invités, des présidents, puisque tu es le président de ce FIG, qui nous ouvrent de nouvelles perspectives et nous permettent, à côté de nombre de tables rondes avec nos collègues géographes, qui nous montrent l'enjeu d'un regard géographique sur le monde, qu'il s'agisse du thème des terres ou d'autres termes, d'avoir à travers l'exemple ici d'un écrivain, à travers des références littéraires, qui en fait nous rappellent aussi qu'il y a une longue histoire, il y a une histoire littéraire, c'est aussi ça qui est important, il y a une géohistoire en fait littéraire du rapport de l'homme à la nature. Et qu'évidemment, on peut avoir la même chose avec l'art. Il y a une histoire de l'art, du rapport de l'homme à la nature également. Et on voit bien, à partir de thèmes qui nous occupent aujourd'hui, qui sont au cœur des enjeux de l'Anthropocène, comme la question de l'artificialisation des sols, eh bien, vous avez une réponse littéraire. Évidemment, on pense à Houmous, avec la lecture que Martine a pu en faire, mais également, plus largement, je crois que c'est cette idée de s'ouvrir à d'autres regards. Et le regard ici porté par Gaspard Koenig est un regard qui accompagne la réflexion géographique sur le monde et à travers évidemment les magnifiques ouvrages que je vous invite évidemment à lire et à parcourir. Et donc on a effectivement, je crois, une très bonne explication avec cette table ronde de ce que c'est que cette ouverture de la géographie à d'autres perspectives et notamment donc à la vision d'un auteur, d'un essayiste, d'un romancier, d'un philosophe. Je vais arrêter la longue liste. Et on vous remercie évidemment pour votre présence. Et je crois est-ce qu'on a du temps pour des questions pour Gaspard, par exemple, parce que là, on n'a plus de temps pour la lecture de Lieux communs. Je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions particulières. Oui, merci pour les super extraits, la super conversation. Une remarque capitale, Nohant n'est pas dans la Creuse, mais dans l'Indre. J'ai passé bien des vacances en Indre, et là où Georges Sand est là, la sainte patronne du coin. Plus sérieusement, Gaspard, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venu aux vers de terre,
qui, au-delà de ce qu'il y a dans Humus, est devenu, pour beaucoup de gens qui ont entendu parler de toi, une sorte de marqueur. J'ai entendu notre ami commun Philippe Manière dire un jour dans un dîner, mais en fait, un gars, un vrai libéral, qu'il avait été juste impossible de convaincre à quoi que ce soit de parler d'écologie, dire mais quand même, cette idée que le ver de terre, c'est pas juste la façon dont on le méprise, qu'il y a une sorte de distorsion des rapports entre les uns et les autres, ça marque pour le libéral que je suis. Gaspard a marqué un point pour moi. Entendre un gars comme Philippe me dire ça, je me dis là, vraiment, Gaspard, il a trouvé des angles qui ne sont pas habituels et qu'il faut regarder avec intérêt. Donc le ver de terre, s'il te plaît. Merci, oui, c'est mon animal fétiche maintenant. C'est le seul que j'arrive à dessiner d'ailleurs en dédicace sur les livres, c'est assez facile. Mais il ne faut pas oublier son clitellum rouge qui le distingue. Le ver de terre, d'abord, il m'est vraiment apparu c'est la vérité, même si ça peut paraître un peu naïf, mais il m'est apparu en cultivant mon propre potager. J'ai vu tous ces vers de terre. J'ai hérité d'un potager toujours été cultivé en bio, donc qui est très riche, très fertile, et il y a des vers de terre partout. Et simplement, je m'étais jamais posé cette question candide. Quoi sert donc ce ver de terre? Qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Vous savez, c'est comme quand vous voyez souvent, vous vous dites, mais est-ce que le moustique a une utilité dans l'évolution naturelle, hein? Souvent, vous vous dites ça quand vous êtes piqué. Et bien là, c'est un peu pareil. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et donc, j'ai commencé à lire sur le sujet, mais de manière tout à fait, par curiosité personnelle. Et d'abord, j'ai découvert leur volume. 3 tonnes de vers de terre à l'hectare. La première biomasse au monde sur Terre, au-dessus de la Terre. C'est-à-dire que tous les vers de terre mis dans la balance pèsent plus que tous les mammifères réunis, les baleines, les hommes, etc. Il y en a un nombre colossal, vertigineux. Et qu'est-ce que font ces vers de terre? Bon, avec les bactéries, les champignons, ils labourent la terre en permanence. De sorte que si aujourd'hui une start-up trouvait un espèce de petit gadget qui permet auto-reproducteur, qui permet de labourer la terre, on dirait formidable, on mettrait des milliards dedans. Mais ça existe. Ça existe, ça laboure, et ça veut dire que ça décompose les éléments qui sont les plus solides, les plus agrégés, en petites parties nutritives qui peuvent être ensuite récupérées, qui vont être ensuite détruites par les bactéries, etc., et qui finalement vont être récupérées par les plantes. Et Élisée Reclus est d'ailleurs un des rares, à l'époque, à la fin du 19e, à parler de l'humus comme de cette faculté de régénérescence qui, en décomposant la mort, permet à la vie d'advenir. Parce qu'en fait, sans vers de terre, sans sol, eh bien, les cadavres s'empileraient à l'horizon. Vous mettez un cadavre dans l'espace, il reste cadavre. Et donc, le temps n'adviendrait pas. Je dirais même que les vers de terre, si je pousse un peu le raisonnement, créent le temps, créent la possibilité de la temporalité. Et voilà, et donc Darwin, et donc là on découvre des choses incroyables, on se dit mais c'est pas possible qu'on m'ait jamais appris ça à l'école. Darwin consacre son dernier livre au ver de terre. Il a expérimenté pendant 10 ans dans son jardin. Il a compris et théorisé le premier que le ver de terre était le laboureur de la terre. Et il se pose cette question, mais pourquoi ne s'en est-on pas aperçu avant? Ce qui est vrai, les Grecs regardent le cosmos, le ciel, l'ordre cosmique, les théologiens chrétiens détestent les plaisirs terrestres. Personne ne s'intéresse au sol, au point que la pédologie est une science récente qui naît avec Darwin à la fin du 19e siècle, et qu'aujourd'hui, selon Marc-André Solos, qui fait partie de ce festival, on ne connaît que 1% des espèces vivantes dans le sol. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien. C'est un domaine que l'humanité commence simplement à explorer et qui est aussi complexe, et bien plus complexe d'ailleurs parce que c'est de la biologie, que l'infinité des constellations qu'on a cartographiées pour le coup depuis 3000 ans. Et donc l'explication que propose Darwin, et je m'arrêterai là, c'est... en fait, il parle notamment des ruines. Il dit les ruines, en fait, pourquoi est-ce que les ruines sont sous terre? C'est pas parce qu'elles se sont enfoncées dans la terre. C'est parce qu'au bout de centaines d'années, la terre est montée par-dessus les ruines. Et pourquoi est-ce qu'elle est montée? La terre n'est pas montée toute seule. Elle est montée parce que les vers de terre, ils font des petits turicules, que vous voyez peut-être dans les jardins, des petites mottes de terre de 3 cm de haut, et que turicule après turicule, et ben ça finit par vous créer une nouvelle couche de sol. Et ça enterre les ruines et ça fait monter le niveau de la terre. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on s'en est pas aperçu? Pourquoi est-ce que l'esprit humain n'est pas capable de comprendre ça? Et il dit, mais parce que l'esprit humain n'est pas capable d'appréhender l'infinité des nombres. L'action de milliards de personnes, ça ne l'intéresse pas. L'esprit humain veut un fiat, il veut un Dieu créateur, il veut un politique qui sauve la société. L'idée que c'est la coordination des actions qui crée
du neuf et qui crée le progrès. Ça, il n'y arrive pas. Et d'ailleurs, il dit un peu la même chose sur un autre plan dans l'origine des espèces, où il dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu concevoir l'évolution naturelle? Parce qu'on n'arrive pas à se représenter ce que c'est que des centaines de millions d'années, et que donc chaque correction apportée par l'évolution naturelle est au fond assez simple, mais que c'est l'accumulation de ces petits faits très simples qui donne quelque chose d'extrêmement complexe qui est un corps organisé. Et donc cette complexité historique pour l'évolution naturelle et cette complexité horizontale pour le sol, c'est quelque chose que nous n'aimons pas parce que ça nous humilie un peu. Parce que nous, on préfère que ce soit un individu triomphateur qui récolte les lauriers de son invention géniale. Voilà. Il reste... C'est moi ? Bon, ben, merci alors pour votre présence et excellente soirée à toutes et à tous. Voilà.